Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 19 juillet 2021, au sommaire ce soir. Focus tout d'abord sur le quartier des Trois Fontaines à l'ouest d'Annecy pour débuter ce journal. Pour y découvrir un lieu atypique, coincé entre les entreprises et les habitations, une friche délaissée est en train de vivre une seconde jeunesse sous l'impulsion de la ville et de Bonlieu, scène nationale, découverte de la friche des rails avec Fanette de Buisson. Et puis direction Chamonix pour une page culture, nous découvrirons le musée des cristaux de la commune qui est actuellement en pleine mutation également. Le site va bientôt devenir un des hauts lieux de la minéralogie française grâce à une collection de 1400 pierres précieuses. Mais avant de développer ces titres, 2 ans après une première édition, une nouvelle marche des fiertés a eu lieu ce samedi après-midi dans les rues d'Annecy. Près de 3000 personnes se sont rassemblées pour défiler en musique pour dire non à l'homophobie ou encore non à la transphobie. 3000 personnes, c'est pratiquement 3 fois plus de personnes qu'en 2019 pour la toute première marche des fiertés. Pour les organisateurs, il s'agit là d'un vrai succès alors que la ville d'Annecy vient de se proclamer zone de liberté LGBTI+. Merci à Yann Gaëtan au niveau pour les photos. Et le cortège de la marche des fiertés qui a pu croiser celui de la manifestation contre l'élargissement du pass sanitaire, puisque toujours ce samedi après-midi, ce sont près de 2500 personnes qui ont protesté contre les nouvelles mesures sanitaires annoncées lundi dernier par le président de la République. Pas d'intrusion dans les jardins de la préfecture cette fois-ci, la présence de nombreux CRS ayant peut-être freiné l'ardeur de certains. À Chambéry aussi, la manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de la préfecture de Savoie, mais également sur la voie rapide urbaine, une nouvelle fois théâtre de plusieurs irruptions. Retour à Annecy pour vous annoncer l'ouverture depuis ce samedi 17 juillet jusqu'au 23 juillet prochain d'un centre de vaccination éphémère à Bonlieu. Plus de 500 créneaux sont disponibles chaque jour pour vous faire vacciner uniquement sur rendez-vous via le site internet www.doctolib.fr. Le centre est ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h. Je vous le disais en titre, le quartier des Trois Fontaines est un endroit un peu à part qui englobe la zone de Vauvray, à l'ouest d'Annecy. Entre les entreprises et les habitations, une friche délaissée connaît une renaissance depuis quelques semaines sous l'impulsion de la ville et de Bonlieu scène nationale. La friche des rails est devenue un site artistique éphémère. Il s'agit là d'un premier pas vers une réhabilitation plus profonde de cet ensemble. C'est un reportage de Fanette de Buisson avec les images de Johan Pognangro. 58 hectares à quelques encablures du centre-ville. 58 hectares coincés entre 2 grands axes de circulation, une zone industrielle et des voies ferrées désaffectées. À la croisée de Sénaux, Crangevrier et Annecy, le quartier des Trois Fontaines est en mouvement. En son cœur, cette friche de 3 hectares abandonnée entre entrepôts industriels squattés, déchetteries à ciel ouvert et rails délaissés. C'est ici que la ville et Bonlieu scène nationale ont eu l'idée d'implanter un site artistique éphémère pendant quelques semaines. Le but d'une scène nationale, c'est quand même de mettre l'art à portée de tous. Et là, on voit bien que dans le cas de la friche des rails, toute la population du quartier qui, en général, ne vient pas dans une salle de théâtre, que ce soit à Bonlieu, à Sénaux, à Cran, etc. Il n'y a pas que Bonlieu. Ils sont là. Ils sont là parce que c'est chez eux. C'est juste chez eux et que les spectacles sont ouverts, sont populaires. Et donc non seulement ils viennent pique-niquer, les enfants viennent jouer, mais ils viennent aussi voir les spectacles. Et ça, c'est le but d'une scène nationale. On ne peut pas faire du spectacle ou de l'art que dans les murs du théâtre. Enfin, ça c'est ma conception, mais je ne suis pas le seul à le penser quand même. 300 mètres cubes de déchets ont été vidés, le site sécurisé et défriché pour permettre l'accueil des artistes et du public. 250 000 € d'aménagement pour la ville qui entend bien renouveler l'expérience avec d'autres associations. La friche des rails est aussi la première étape d'un vaste projet de réaménagement urbain pour l'ensemble du quartier. Je crois qu'on a une opportunité très claire, un renouvellement urbain de ce type-là, de 58 hectares, qui engage un bout de morceau de ville dans les décennies qui viennent. Donc vraiment, c'est l'opportunité de se dire qu'au travers d'un projet comme celui-ci, culturel, artistique, eh bien, on peut aussi donner à pouvoir s'exprimer, une forme d'agora en gros, qui vient ici à l'appui des projets culturels nous dire venons, discutons ensemble, présentons des avant-projets sur ce secteur. Une maison des projets devrait voir le jour à quelques mètres de là cet automne pour recueillir les avis des habitants sur l'avenir de leur quartier. Prend la direction de Cluse à présent. La semaine dernière, 2 associations en partenariat avec la municipalité ont organisé une grande collecte de denrées alimentaires à destination de la 6e compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins en mission actuellement au Mali et en République centrafricaine. Le but de cette opération était d'apporter soutien et convivialité aux soldats éloignés en leur faisant parvenir des produits typiquement savoyards. Reportage sur place de Lucas Ruche. De la tome, des crozets ou encore du saucisson. Autant de produits savoyards qui raviront certainement les papilles des militaires du 27e bataillon des chasseurs alpins, actuellement en opération au Mali.
Clusiens et Clusiennes étaient ainsi invités à faire don de leur générosité en geste de soutien. J'ai apporté 2 petits saucissons et un paquet de pâtes qui, j'espère, leur fera plaisir. J'imagine qu'ils seront bien contents de recevoir des nouvelles de Haute-Savoie déjà, hein, et puis des produits de chez nous. Portée par 2 associations, cette grande collecte symbolise avant tout le soutien de la population à ces soldats. L'intérêt, c'est de leur envoyer des produits en majorité locaux, savoyards, pour un côté, comment je pourrais dire, un côté gustatif, mais aussi un côté psychique, moral, pour qu'ils sentent que nous pensons à eux. Co-organisatrice de l'événement, la ville de Cluses se félicite de l'engouement que l'opération suscite. Je crois que quand on voit tout ce qu'on a en quelques heures depuis ce matin sur la table, je suis vraiment fier que la population clusienne et les commerçants clusiens jouent le jeu pour soutenir nos soldats de la 6e. Les denrées récupérées seront mises sous vide et envoyées directement sur le front dès les prochaines semaines. On ouvre une page culture chamonniarde. Fermée en 2019 pour réaménagement, le musée des cristaux de Chamonix est en pleine mutation. La célèbre galerie est en effet en passe de devenir l'un des plus hauts lieux de la minéralogie française. Une consécration rendue possible grâce à une collection de plus de 1400 pierres précieuses qui est aujourd'hui en pleine installation. Un travail tout en finesse auquel a assisté Emmanuel Jaude. Derrière ces murs, un véritable trésor s'apprête à retrouver son public. Fermé depuis 2 ans, le musée des cristaux de Chamonix finit en ce moment sa chrysalide. Une mutation qui fera bientôt de cet espace l'un des plus beaux musées minéralogiques nationaux, avec plus de 1400 pièces exposées, et pas des moindres. Cette pièce est une reproduction de la plus grosse pépite qui a été trouvée en Australie dans les années 1850, qui a été baptisée du nom de Welcome Stranger, et qui pesait 71 kg quand elle a été trouvée. Des minéraux qu'il faut aujourd'hui savoir mettre en valeur. Qu'ils soient issus du massif du Mont Blanc ou de l'autre bout du monde, chaque cristal, chaque forme et chaque couleur doit désormais trouver sa place dans cet ensemble à l'étude depuis plusieurs années. Nous avons pris le parti vraiment de faire un musée esthétique. Donc sont restées dans les réserves des pièces très intéressantes minéralogiquement parlant, mais qui esthétiquement ne méritent pas le coup d'œil du public habituel que nous avons. Le néophyte, lui, va se régaler sur les couleurs, les formes, avec les yeux qui brillent à chaque fois, parce qu'on a aussi beaucoup de choses précieuses. Et le scientifique, lui, va beaucoup s'intéresser aux provenances, aux mines, aux formules chimiques, à toutes ces choses un petit peu plus complexes, mais qui font aussi la beauté de nos minéraux. D'ailleurs, à l'image du vrai trésor du musée, à savoir une vitrine consacrée aux plus célèbres des métaux, le vrai challenge est donc de confectionner un piédestal à la hauteur de ces joyaux, mais le plus discret possible. Le soclage, en fait, c'est la mise en valeur du caillou. Hein. Forcément, si votre caillou, vous le présentez à plat comme ça, il sera beaucoup moins joli que s'il est debout comme ceci. Donc c'est vraiment la mise en valeur du minéral. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour cette exposition, et je me borne à faire en sorte que les socles disparaissent le plus possible pour que l'œil ne soit attiré que par le minéral et pas par le socle. Donc que la colle soit invisible, que tout ce qui est maintien, renfort pour tenir les cailloux du mieux possible ne se voit pas, et c'est un très long travail. Si la mise en place avance bien, il reste encore toutefois du travail avant la réouverture du musée, prévue autour du mois de septembre 2021. Et toujours à Chamonix, à quelques pas de l'espace Terraz, se trouve la Maison de la Mémoire et du Patrimoine de la Vallée, un site où vous pouvez découvrir en ce moment même l'histoire et l'évolution de la Compagnie des Guides de Chamonix, qui fête cette année ses 200 ans. Un anniversaire immanquable pour de nombreux acteurs locaux et l'occasion pour la capitale mondiale de l'alpinisme de revenir sur le parcours de ces hommes et de ces femmes qui ont écrit l'histoire de la montagne. On écoute plus de précisions avec la directrice des musées de Chamonix. Elle a répondu aux questions à Emmanuel Jaude. La compagnie dont on fête les 200 ans cette année a été créée à une date précise, dans un contexte particulier, avec ensuite des vicissitudes, avec des personnes qui ont voulu supprimer la compagnie, d'autres qui ont voulu la faire perdurer. Et c'est ce débat-là qui est inscrit dans le parcours de l'exposition, pour montrer aussi comment cette compagnie, elle évolue avec le temps, comment elle fait pour perdurer, quelles sont les valeurs aussi qui sont associées à la compagnie, qui sont des valeurs dès l'origine, des valeurs collectives, de soutien à l'ensemble des membres,
d'acteurs du territoire, c'est-à-dire c'est les habitants de Chamonix qui faisaient partie de la compagnie des guides. On savait qu'on allait recevoir dans cette exposition des passionnés de montagne, des personnes qui côtoient la compagnie des guides tous les jours, et puis même les guides. Donc notre ambition, c'était pas forcément de leur apprendre quelque chose, mais en tout cas de mettre en exergue des éléments forts et phares de leur histoire. Et donc l'exposition s'adresse à eux, mais elle s'adresse aussi à tous ces visiteurs qui viennent à Chamonix, qui est la capitale de l'alpinisme, et qui veulent comprendre le territoire, comprendre pourquoi Chamonix est devenue cette ville internationale. Et donc on essaye aussi dans l'exposition de donner des éléments clés de compréhension de l'histoire et du territoire pour eux, avec par exemple la traduction des textes en anglais, et puis toute une série d'activités, d'animations qui sont destinées plus à ce public de non-connaisseurs, mais qui s'intéresse à l'histoire. En sport, le FIS, le Festival international des sports extrêmes, organise une tournée cet été en partenariat avec l'agence Savoie-Mont-Blanc. Après Tignes la semaine dernière et avant la Clusaz en septembre prochain, le Savoie-Mont-Blanc Freestyle Tour faisait étape à Avoria ce week-end au programme des festivités du skateboard, de la trottinette ou encore du BMX. Devant 5000 spectateurs, la centaine de participants s'en est donné à cœur joie sur les différents modules à rénover pour l'occasion. Nous vous en parlions ce vendredi dans le JT, la MB Race et ses différents formats de course ont tenu toutes leurs promesses ce week-end en VTT. En ce qui concerne les résultats, c'est le duo suisse Nils Correvon et Michael Montandon qui s'est imposé sur les 230 km et les 11 000 mètres de dénivelé positif de l'ultime en 26 h et 57 minutes. C'est la fin de cette édition, on se quitte en images et en musique avec là encore du VTT à l'honneur. La 33e édition de la Transmaurienne vanoise a débuté ce dimanche avec le départ de l'Ultra et les courses réservées aux enfants. Là aussi, plusieurs formats de courses sont prévus jusqu'à vendredi et vous retrouverez ce soir, mercredi soir et jeudi soir à 19 h le journal de la Transmoyenne vanoise en direct sur notre antenne et sur notre page Facebook. Vendredi, le rendez-vous est fixé à 14 h 30 pour tout savoir sur cette épreuve avec les plus belles images du jour. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Rythme Blanc. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparation de ce journal. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Passez une très belle soirée et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mardi avec grand plaisir pour un nouveau JT.